Bonjour Jennifer. Bonjour Nicolas. Écoute, je suis ravi de te recevoir dans le podcast Comptoir AI. Toi Jennifer, tu viens de la physique des particules, si j'ai bien compris. Oui, c'était Euh, exact, oui. voilà, et tu vas nous expliquer comment tu es allé de la physique des particules à l'intelligence artificielle. Et t'as été t'es en Californie, si j'ai bien compris aussi. Parfait. Et donc, toi, tu as été Chief Data Scientist d'Atlassian. Tu as été VP Machine Learning pour Figure Eight et tu as monté ta boîte et je crois que tu es solopreneur avec Alexio. Donc, tu vas nous en dire plus là-dessus. Donc, tu es une experte de l'intelligence artificielle à un moment en tout cas qui est clé aujourd'hui parce que il y a une phrase là une citation là que j'ai sortie que je répète, c'est que grosso modo il y a des décennies pendant lesquelles il ne se passe rien, il y a des semaines pendant lesquelles il se passe des décennies. Et en tout cas, dans le monde de l'intelligence artificielle et dans le monde de la technologie, je pense que ça résume bien ce qui s'est passé la semaine dernière avec le lancement de la version 4 d'OpenAI, le lancement de la version 5 de Midjourney, Anthropic qui a annoncé Claude, une levée de fonds pour Adept de 350 millions de dollars, et ça n'arrête pas. Et hier, ChatGPT qui a annoncé les plugins. Donc là, on est sur une espèce d'accélération incroyable. Euh, c'est un peu la folie dans l'intelligence artificielle générative, Jennifer. Ouais, ouais, ouais. Non, mais c'est intéressant que tu discutes de ça parce que j'étais justement en train de penser à ça il y a quelques jours. Tu vois comment ça se fait que Mhm. on voit une accélération telle et en fait, en tant que quelqu'un qui travaille dans ce milieu, j'aurais tendance à dire que bah, ça fait un moment qu'il y a des choses comme ça qui se passent. En fait, je sais pas si tu te souviens de l'histoire de Google avec Lambda l'année dernière. Tu te souviens peut-être qu'il y avait Bien sûr. un ingénieur qui a pensé que tu vois enfin, le système était venu, hein, à prendre conscience, etc., etc. Donc, ça Je fait m'en un souviens très moment. bien. Je m'en Ça souviens très fait. bien. Alors, je ne sais toujours pas, je ne sais toujours pas si c'était un uluberlu ou si c'était un visionnaire, en fait. Cet ingénieur de Google qui parlait de Ouais, conscience, bah, sentience. Est-ce que, on peut discuter de ça tout à l'heure, mais je veux dire, oui, la conscience, parfait. c'est tant que tu définis pas la conscience de manière claire, tu vois, c'est très difficile de répondre. Mais bon, donc ce que j'allais dire, c'est que ça fait un moment qu'il y a beaucoup de compagnies en fait qui travaillent sur la première génération de toute cette technologie, et puis c'est intéressant de voir comment OpenAI, tu vois, a lancé ChatGPT, Hmm, et d'un coup, bah, les autres, ils se sont obligés de sortir leur propre version pour ne pas être à la traîne, tu vois. Donc, je veux dire, je dirais pas forcément, hein, tu vois. C'est pas comme si tout le monde avait soudain décidé de commencer à travailler dessus. Et puis, enfin bon, c'est sûr que ça fait des années, mais tout le monde était un peu, tu vois, bien sûr. prenez soin de pas lancer quelque chose qui pourrait être dangereux pour la société, etc. Et puis, bon, alors Ouais. maintenant que la trend est lancée, tu vois, il y a pas vraiment le choix, il faut que tu suives, quoi. Donc, ouais, c'est un peu ce qui se passe, quoi. Oui, donc comme tu le Et disais tout à l'heure, donc, ouais, ouais. vas-y, vas-y. Oui, oui, sur ton parcours, Oui, oui, tout à fait. Alors, c'est ce que j'allais dire. Ouais, donc ouais, revenons peut-être dessus, même au début, donc toi, parce que c'est hyper intéressant, donc toi d'abord, tu as commencé par la physique des particules. ouais, ouais. Donc mon histoire, c'est la suivante, quoi. Donc moi, quand j'étais petite, tu vois, je voulais toujours faire quelque chose dans la physique fonda, tu vois. Donc ou de l'astrophysique, de la cosmologie, de la physique des particules. Donc, j'ai Mhm, poursuivi mon rêve, j'ai fait un PhD dans ce milieu-là. Et manque de bol, donc j'ai eu mon PhD en gros l'année où la récession a commencé. Et donc, du coup, il n'y avait pas beaucoup d'argent pour des jeunes ouais, chercheurs, enfin, sur des sujets qui sont très fondamentaux. Et comme chacun sait, la physique des particules, c'est très très cher parce que tu as besoin de gros accélérateurs de particules pour pouvoir engranger suffisamment de données, etc., quoi. Donc, bien sûr. c'était une transition relativement naturelle à l'époque pour des gens qui travaillaient en particulier en physique des particules parce que tu travailles avec une grosse quantité de données. Et Mhm, alors, du coup, c'est là que ça explique un peu mon parcours, quoi. Enfin, à l'époque, on travaillait avec beaucoup de données, et ça, c'était avant que
tu vois, les cloud technologies, elles deviennent quelque chose de courant. Donc, même moi, quand je faisais ma thèse, il n'y avait pas vraiment Mmh. beaucoup d'ordinateurs pour Oui, supporter cette recherche, etc. Donc, mais par contre, j'avais tous les outils, tu vois. En fait, j'étais une des toutes premières personnes à avoir un neural network qui n'était pas super deep à l'époque, mais dans l'analyse des données pour ma thèse, tu vois. Donc, même dans le contexte de la physique des ah oui, particules, quoi. Donc d'accord. c'était relativement, tu vois, standard pour quelqu'un qui, enfin, c'est enfin, les skills et les techniques que tu vas utiliser en physique des particules sont très, très similaires à ce que tu utilises en, en Mmh. analyse de données, etc. Donc, voilà. Donc, après, Ah d'accord. en fait, j'avais déjà déménagé aux États-Unis pour faire de la recherche, pour essayer de voir, tu vois, si je pouvais rester en physique des particules. J'ai fait un postdoc et puis après, j'ai Mmh. réalisé que, bah, tu sais quoi, bah, moi, je m'éclate pas mal à analyser les données. Il y a de plus en plus de données dans l'industrie, quoi. Et puis, bon, Bien bref, sûr. c'est comme ça que j'ai transitionné sur l'intelligence Mmh. artificielle. Ah d'accord, mais donc très intéressant. Je savais pas qu'il y avait cette question de que tu pouvais utiliser des réseaux neuronaux, aussi pour la physique des particules. Super. Et donc tu as fait cette transition, et peut-être sur donc Atlassian c'est quoi comme boîte, C'est la compagnie qui fait Jira, Confluence, il y a pas mal de software pour les développeurs, quoi. Donc en fait, Mmh. c'est une boîte qui fait pas mal des softwares qu'un ingénieur utilise, de jour après jour, tu vois? C'est juste que Bien sûr. en général, les gens, ils savent pas que la compagnie s'appelle Atlassian, quoi, mais donc Ouais, ouais, ouais. du coup, pour extrapoler un peu sur ma conversation, quoi. Donc quand moi j'ai transitionné, tu vois, dans l'industrie, donc bon, je veux dire, j'ai monté les échelons comme tout le monde, quoi. Et du coup, je me suis retrouvée relativement rapidement à manager des équipes qui étaient relativement conséquentes, avec des projets qui étaient relativement, un grand impact pour la compagnie, quoi. Ouais, Et donc du coup, je me suis retrouvée en plein milieu des problèmes que tu as pour implémenter, tu vois, pas d'un point de vue technique, mais d'un point de vue stratégique pour la compagnie. Comment est-ce que tu fais pour implémenter des bien solutions sûr. machine learning, etc., quoi. Et alors à l'époque, je dirais, moi je travaillais chez Walmart il y a quoi, il y a 8 ans, un truc comme ça. Et Mmh. donc à l'époque, bah, ils avaient beaucoup de données. Il y avait le fameux data is the new oil. Enfin, l'idée comme quoi Bien sûr. c'est le fait de posséder des données de valeur, c'est une grande richesse pour la compagnie, que c'est le futur de la Mmh. compagnie dépend de combien est-ce que tu emmagasines de données, etc., etc. Mais alors à l'époque, les gens ils savaient pas comment enfin, se débrouiller pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant avec ces données, quoi. Et donc, je me suis retrouvée en plein milieu de ce Mmh. mouvement-là, quoi. Ensuite, je me suis retrouvée dans la même situation chez Atlassian, donc j'étais la personne qui a monté le département machine D'accord. learning, tu vois. Mais alors, Mmh. très, très tôt, je me suis retrouvée dans une situation où je me suis rendu compte, bah, c'est très, très cher de faire du machine learning. Tout le monde Ouais. veut faire du machine learning, mais c'est pas à la portée de tout le monde. Les gens, tu vois, de manière générale, simplifient, tu vois, comment est-ce que, Mmh. en termes d'implémentation, etc. Un des trucs sur lequel j'ai toujours insisté, c'est que le fait d'avoir du succès du point de vue technologie, ça ne veut pas forcément dire que ça va rapporter de l'argent à ta boîte, quoi. Donc, c'est Ouais, super important qu'on commence à discuter, en particulier aujourd'hui avec le generative AI, tu vois, bien sûr. on est toujours dans cette situation où c'est le fait que ça marche, est-ce que c'est vraiment rentable pour les gens qui construisent les algorithmes, etc. Alors, l'idée, c'est que probablement on est plus proche de la rentabilité qu'on l'a jamais été, mais il y a encore des problèmes à résoudre. Oui, 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 on se rapproche de la rentabilité. Bah, c'est vrai que bah, ChatGPT, par exemple, c'est déjà, je crois qu'il y a quand même déjà peut-être 2 millions d'utilisateurs payants, 2, 3 millions d'utilisateurs payants. Donc on parle de quand même bah, déjà 500 à 600 millions de dollars sur l'année peut-être 2023. Euh, si on, sans augmenter la tendance, donc c'est déjà conséquent. Mais, mais c'est vrai que ça coûte très cher. Et donc peut-être donc
Et donc Jennifer, et toi, tu as monté aussi donc ta boîte qui est donc Alexio, alors. Oui, oui, oui. Alors, du coup, alors en gros, c'est un peu la continuité aussi de ce dont on vient de discuter. Mais alors bon, si tu veux, tu veux aller un peu dans les détails. Donc moi, je Mhm. me suis retrouvée à travailler pour plusieurs grosses organisations. Tu vois, j'étais en charge de ces projets qui étaient super coûteux, tu vois. Et alors, quand tu travailles avec beaucoup de données, tu as plusieurs problèmes. Tu as le problème de il te faut plus d'électricité, il te faut plus d'ordinateurs, il te faut plus de GPUs, etc. pour pouvoir entraîner ces modèles. Et donc, du coup, Ouais. ça coûte beaucoup d'argent. Par exemple, une compagnie comme Walmart n'utilise pas AWS parce que c'est un produit d'Amazon. Ils vont pas utiliser leur compétition pour pouvoir Mhm. entraîner, tu vois, leur propre modèle, quoi. Donc, ça veut dire il faut que tu montes une ferme d'ordinateurs pour les machine learning scientists de ton équipe, etc. Et d'un autre côté, les gens, ils ont la perception que, ok, tu veux beaucoup de données parce que l'idée, alors c'est ça qui est peut-être important pour les gens qui nous écoutent, Mhm. là, c'est que tout le generative AI, et c'est vrai pour la plupart des modèles, y compris les plus petits modèles, tu vois, que les gens utilisent Mhm. au quotidien pour d'autres applications, c'est basé sur ce qu'on appelle du supervised machine learning. Donc, du supervised machine learning, ça veut dire qu'il faut que tu aies des données que tu Ouais. montres à ton modèle quand tu entraînes ton modèle, histoire que ton modèle retienne l'information. Et donc, du coup, c'est un type de machine learning qui est reproduit par l'exemple, tu vois. Donc, du coup, il n'y a pas Mhm. vraiment de. Il y a pas une invention, il y a juste une reproduction, une mémorisation de quelque chose qui a déjà été vu avant, quoi. Et alors, donc, du coup, Mhm. c'est naturel de penser que plus tu as de données, plus tu as d'exemples, le mieux c'est pour ton modèle. Et bien sûr, ça fait du sens, mais le problème, c'est que déjà, de un, quand les données que tu utilises, il faut qu'elles soient préparées d'une certaine manière. Donc, je te donne un exemple qui n'est pas dans le generative AI, mais si tu voulais, par exemple, avoir un modèle qui détecte des piétons qui traversent la route devant une voiture, tu vois, eh ben, il Ouais. faudrait que tu aies non seulement des images, donc il te faut une grosse quantité d'images, mais il faut que tu marques ou que tu tagues ces images avec présence, absence de piétons, voire même mieux leur localisation sur l'image, tu vois. Et donc, du Mhm. coup, ces données d'entraînement, il faut qu'il y ait un travail qui soit fait avant que tu puisses entraîner le modèle. Alors maintenant, imagine que tu aies 10 millions d'images, a priori, tu es content parce que tu as beaucoup d'images, ton modèle, il va être relativement bon. Mais il faut que tu tagues 10 millions d'images, c'est pas un truc qui se fait du jour au lendemain, c'est quelque chose qui peut être très très cher. Il y a des compagnies qui s'appellent des labeling companies qui s'occupent de faire ça pour toi, mais Oui. enfin, c'est très difficile de valider la qualité du travail qu'elles ont fait, etc., quoi. Et alors, donc, quand tu mélanges tout ça, bah, si tu travailles pour une compagnie comme Walmart et il faut que tu entraînes des gros modèles, eh ben, ça va te coûter très 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 cher, ça va te prendre beaucoup de temps de Mhm. préparer ces données. Donc, les données telles que tu les collectionnes, elles sont jamais suffisantes telles quelles pour pouvoir entraîner un modèle avec ça, quoi. Et Mais alors, ouais, Mais vas-y. Jennifer, peut-être juste sur les labeling companies dont tu parles, en fait, Ouais, euh, ouais, ma question c'est, j'ai l'impression on n'en parle pas trop en fait. Elles sont un petit peu dans l'ombre, ouais, alors que j'imagine que c'est ouais, bah ouais, des grosses boîtes, qu'il y a beaucoup de personnes qui y travaillent. Et donc, est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ces boîtes-là et, ouais, et de l'autre côté, nous expliquer à quel point est-ce qu'elles sont nécessaires ou est-ce que, ouais. en fait, ce qu'elles font, ça pourrait être fait directement par la machine? Ouais, 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 absolument. Donc du coup, alors tu poses, je pense que c'est les bonnes questions à poser ici. La plupart, il y a relativement beaucoup de compagnies de ce genre-là, tu vois. Il y en a Mhm, certaines qui sont spécialisées sur des types de données en particulier. Alors, par exemple, suppose maintenant que ton cas, enfin, ce que tu essaies de construire, c'est un robot qui détecte, tu vois, les problèmes pendant une opération pour assister un chirurgien, tu vois. Donc, mhm, le tagging des données a besoin d'être fait par un expert, tu vois. Donc, du coup, c'est pas forcément quelque chose qui est donc, du coup, tu as des compagnies qui se spécialisent en mettant, tu vois, en relation le client avec des chirurgiens, quoi. Et c'est pour ça, ça d'accord. te donne une explication de pourquoi c'est tellement cher, quoi. Il y a des Mhm, compagnies qui font le cas standard. Donc, par exemple, marquer les voitures sur des photos, c'est pas particulièrement difficile, quoique
quand tu le fais, tu te rends compte que tu te poses la question, tu vois, est-ce qu'un Ouais, jouet voiture, est-ce que ça compte comme une voiture? Est-ce qu'une bien voiture sûr. qui est toute petite dans le background, est-ce que tu devrais ou tu devrais pas, quoi? Mais alors bon, bref, alors du coup, normalement, c'est des compagnies de services. Donc, et comme tu dis, Mmh. il y a Et potentiellement on des connaît personnes ça. qui sont derrière un ordi. Et à la Oui, base, oui, on mais a là, tous enfin, je veux dire, été c'est on a tous été mis à profit avec le système des CAPTCHA, en fait. Enfin, des captcha, oui, on oui, voit oui, ce que c'est, absolument. quoi. Ouais, Ok. ouais, ouais. Mais en gros, Et tout le monde sait que c'est quand même très chiant, quoi. Enfin, c'est très chiant. et encore, c'est le cas facile, ça. Mais alors, donc, du coup, tu as des gens qui sont professionnels de ça, qui font que ça, tu vois. Mhm. Et du coup, comme je disais, de un, c'est très cher, ça prend du temps. En fait, je vais même dire qu'il y a pas la masse critique de gens qui s'occupent de ça parce que il y a beaucoup de compagnies qui se plaignent que quand elles envoient leurs données pour être taguées par ces compagnies, il faut qu'elles attendent des mois avant que leurs données soient prises en considération, tu vois. Donc ça t'amène à dire, Mhm. bah, il y a un problème ici, je sais pas comment, enfin, est-ce que c'est possible d'automatiser, tu vois. Donc du coup, Mhm. la réponse est que des fois ça l'est, des fois ça l'est pas. En général, ça l'est pour des cas qui sont plus courants, tu vois, donc Mhm. déterminer des objets de la vie courante, si tu veux marquer des sandwichs, des saucisses ou des voitures sur une image, bah, ça c'est un truc où tu peux trouver Mhm. quand même pas mal de gens qui sont capables de faire ça. Dans mon exemple, tu vois, de tagging pour la chirurgie, etc., tu as besoin Ouais. t'as besoin d'experts. Et donc, si tu voulais automatiser, il te faudrait un modèle qui soit pré-entraîné, qui soit déjà disponible sur le marché, parce que sinon, tu as un Mhm. problème tu vois, enfin d'enchaînement, quoi. Ouais. Pour le autonomous driving, il y a des modèles qui te permettent de faire ça. Donc, tu peux automatiser. En général, les gens, ils te conseillent de faire, euh, tu vois, d'utiliser l'automatisation, hein, quand tu peux, mais d'utiliser ce que tu appelles un human in the loop, une human in the loop approach, pour Mhm. pouvoir déterminer ou améliorer les cas qui sont un peu difficiles, quoi. Donc du coup, Ouais. revenons à ce que je fais, quoi. Donc tout ça, c'est très compliqué, c'est très cher, c'est très lent, c'est très chiant, quoi. Et donc du coup, ma solution, et ça fait des années que j'y pensais même avant de commencer la lecture, tu vois, c'est de me dire que, bah Mhm. alors, est-ce que tu as vraiment besoin d'autant de données que ce que tout le monde dit? Parce que si tu reviens à Ouais. l'origine de pourquoi tout le monde veut tellement de données, c'est parce que tu veux généraliser. Mais si tu penses à un cas où tu fais de l'autonomous driving, tu sais, par exemple, Waymo ou Cruise, etc., bah, ils ont des voitures qui tournent dans les rues de San Mhm. Francisco. Au bout d'un moment, elles vont toujours finir par tourner dans Ouais. dans les mêmes quartiers, aux mêmes heures, etc. Donc, tu vas avoir une répétition de l'information. Donc, ça t'amène à te dire que ben, à un moment donné, quand tu collectionnes des données, ben, tu vas tomber à un moment critique où le reste ne sert plus à rien, quoi. Ou alors, Mhm. tu vas avoir un boost sur la performance du modèle qui est très, très, très négligeable, tu vois. Et donc, du coup, dans le cas de l'autonomous driving, tu vas arriver à un moment où le seul truc qui serait intéressant pour ton modèle, ce serait par exemple la scène d'un accident. Mais tu vas pas avoir des accidents tous les jours, tu vas pas Mhm. avoir des accidents partout, etc. Mais tu peux encore trouver des données Ouais. intéressantes, mais ça devient pas trivial de trouver les bonnes données, quoi. Donc du coup, là, il faut Mhm. que tu réfléchisses à tes données d'entraînement. Alors j'ai Ouais. trouvé un peu une analogie sympa ici. C'est comme un gruyère, tu vois. Donc du coup, c'est Ouais. quand tu achètes, tu vois, ta tome de fromage, Ouais. quoi, tu dis, ben voilà, j'ai tout ça pour moi, je vais pouvoir servir ça à mes invités, mais dépendant du processus, de comment est-ce que ça a été généré, bah, tu peux avoir beaucoup de trous à l'intérieur et tu peux avoir l'impression que ce que tu as, en fait, c'est beaucoup plus que la vraie quantité d'informations, tu vois. Donc, dans ce cas-là, le vrai fromage, la matière de fromage, c'est vraiment de l'information Mhm. à l'intérieur d'une grosse masse de data qui peut ou peut ne pas être, tu vois, rentable pour Ouais. ton système. Alors du coup, je pense que c'est très important, et spécialement maintenant, que les gens se réalisent que le big data, c'est pas la même chose que de l'information, tu vois. Donc, data Mhm. information, c'est deux concepts séparés.
Et en fait, Ouais. tu as beaucoup de situations où tu as beaucoup, beaucoup, beaucoup de données avec très peu d'informations à l'intérieur, voire même des Mhm. fois de l'information négative, donc de l'information qui pose un problème à ton modèle et qui fait douter ton modèle de ce qui se passe vraiment. Donc ça existe, c'est un concept, ça s'appelle catastrophic forgetting, que quand Ouais. ton modèle ingère ces données, bah, il devient pire qu'il l'était avant, tu vois. Et donc, du coup, pour toutes Hmm. ces raisons, je pense qu'on arrive au moment où tu peux plus te permettre de considérer, tu vois, tes training data comme étant juste quelque chose que tu enfiles et que tu mets dans ton modèle. Il Mhm. faut vraiment qu'on passe à la vitesse supérieure où vraiment on extrait la bonne information pour réduire les coûts, pour réduire le temps d'entraînement, pour réduire la quantité de données qui a besoin d'être taguées. Donc, c'est ce dont on vient de discuter, tu vois. Bien Donc, sûr. du coup, si tu es dans une situation où tu as 10 millions d'images, s'il y en a que 1 million qui sont vraiment potentiellement intéressantes pour ton modèle, eh ben, la manière dont tu vas améliorer ta rentabilité, ton processus, la performance de ton modèle, etc., mais c'est en identifiant quel est le million qui est vraiment important. Et bien sûr, ça dépend du type de données, du cas sur lequel tu travailles, etc., etc. Donc, c'est ce que Alectio fait, tu vois. Donc, nous, on a une plateforme où Génial. tu Génial. Mais intègres. c'est super intéressant, mais c'est super intéressant, mais on a la, mais ça va un petit peu à l'envers de ce qu'on entend depuis quelques mois, dans le sens où ça fait quelques mois qu'on se dit, bah, le plus on aura de données, euh, plus il y a de données pour entraîner en fait les modèles, meilleur sera le résultat. C'est un petit peu l'impression qu'on a eu sur les produits d'OpenAI, là justement ChatGPT. Ouais. Euh, je pense qu'en effet, comme tu le dis, ils n'ont pas trop regardé les coûts, en tout cas dans un premier temps. Mais on a eu l'impression que ce qui se dégageait de ça, c'était bah, plus tu donnes de données au modèle, plus le résultat s'améliore, en fait, qu'on y allait un petit peu de manière massive. Et ce que tu dis, c'est qu'on est en train de changer un petit peu de point de vue par rapport à ça. Ouais. Alors tu vois, moi quand j'ai commencé la compagnie il y a déjà 4 ans, donc il y a 4 ans, tu as absolument raison, les gens, ils étaient vraiment dans un mode: «Pourquoi est-ce que je ferais ça?» tu vois? À la limite, les modèles de l'époque, ils étaient alors c'est là que ça devient intéressant avec le generative AI, c'est que les generative AI models, ils sont beaucoup, beaucoup plus gros dans le sens qu'il y a plus de paramètres et normalement, quand tu as plus de Mhm. paramètres, tu as besoin de il y a enfin, il y a un principe qui s'appelle le curse of dimensionality, qui dit que en gros, il faut que tu agrandisses ton dataset exponentiellement avec le nombre de paramètres, tu vois. Donc, quand tu as des modèles avec 100, avec 100 trillions de paramètres, tu vois facilement Ouais. comment tu pourras avoir besoin d'un gros, 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 gros dataset, quoi. Et bon, Hmm. ben, au début, tu vois, donc, il y avait l'aspect, donc, je veux dire, nous, on travaillait beaucoup avec des clients dont le premier problème, c'était l'aspect efficiency, coût, Ouais. etc., etc., tu vois. Ouais. Et puis donc du coup la target, c'était peut-être plus, tu vois, des compagnies qui étaient vraiment sur un budget, qui étaient obligées de se restreindre un petit peu, qui pouvaient pas se permettre de payer un premium price Mhm. pour pouvoir avoir des annotations, ou des tags sur leurs données qui soient faites plus rapidement, quoi. Et alors maintenant, je dirais, ça fait à peu près depuis 3 mois que les gens, ils réalisent: «J'essaie de réentraîner, de faire du transfer learning, tu vois, d'un Mhm. foundational model, d'un generative AI model, et cetera, quoi, ou un large Ok. language model». Et c'est juste très, très, très cher et je peux pas me permettre d'utiliser tout, tu vois? Et il y Ouais. a une vraie prise de conscience, je dirais, depuis la fin de 2022, tu vois? Sur, bah, Hmm. comment est-ce qu'on fait pour faire ça de manière plus saine, tu vois? Enfin, c'est vraiment une idée de refinement, tu vois? Enfin, des données, quoi. Et Donc parce que les modèles GPT-3, GPT-3.5, ChatGPT, GPT-4, en fait, moi, si j'ai bien compris, ils ont été entraînés il y a déjà un moment, en fait. Il y a oui, oui. 6 mois, un an, je crois, non? Enfin, Ouais, oui, oui. Mmh. Ouais. mm, Non, et alors écoute, alors c'est parlons de l'entraînement. Alors ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant aussi, si quelqu'un mhm, voudrait apprendre plus sur le sujet, tu vois? Mais, il y a plusieurs articles qui décrivent qu'effectivement, donc OpenAI, quand ils ont entraîné ces modèles, bah, bien sûr, ils avaient besoin de données d'entraînement. Et ils mhm, ont donc du coup, ils ont utilisé comme tout le monde,
enfin, une compagnie qui s'occupe du tagging de données. Alors, tu vois, ces compagnies, normalement, ils ont des workforce dans d'autres pays, etc. Donc là, en l'occurrence, je crois qu'ils ont travaillé avec une compagnie qui avait des annotateurs au Kenya. Et Oui, donc du coup, bon, alors ça prend un temps ridicule, tu vois, pour pouvoir annoter toutes les données. L'autre considération, c'est que dans le cas de ChatGPT, si tu veux analyser, tu vois, est-ce qu'une réponse est toxique et acceptable pour un enfant ou ce genre de choses, il te faut un certain niveau de sensibilité. mhm, Parce que la notation, c'est pas forcément le content, ça peut être, tu vois, l'aspect content moderation, c'est est-ce que c'est une réponse qui est appropriée pour une certaine catégorie de la population, etc. C'est un truc qui bien porte à sûr. jugement, tu vois. Donc, c'est en revenant à ta question de est-ce que tu peux automatiser, ben, je dirais tant que tu n'as pas vraiment de système d'empathie, tu vois, pour une AI, etc., ben, c'est un peu dangereux de faire ça comme ça, quoi. Mais alors, revenons à nos Kenyans, tu vois, Ouais, il y avait toute une discussion comme quoi ils n'ont pas été payés autant qu'ils auraient dû, ils ont été exposés à des trucs choquants que, tu vois, enfin, je veux dire, ouais, ça peut bien déstabiliser une sûr. personne, tu vois, de voir certaines choses, etc., quoi. Je veux dire, moi, j'ai Oui, oui, déjà vu des cas comme ça on où c'était pour des images. Ouais, ouais. Non, vas-y. Ouais. Non, non, on connaît ce problème déjà sur les équipes de modération Ouais. de Facebook, de Meta, des principaux réseaux sociaux. On sait que c'est un job très très dur qui peut laisser des séquelles. Et en effet, bah, ce serait très dommage et il faut faire très attention à pas reproduire ça sur les modèles, l'entraînement des modèles et la labellisation sur l'intelligence artificielle, parce que ça serait vraiment hyper négatif. Ouais, ouais. Donc et puis alors donc pour continuer là sur ce que tu dis, donc ce serait, le problème serait exacerbé parce que a priori, si tu prends le chemin de plus il y a de données, mieux c'est et cetera, tu te retrouves dans une situation où, d à un moment donné, il y a même plus assez d'humains sur la planète pour il faudrait quasiment que toutes les personnes. Je crois que Hmm. c'était déjà décrié même avec enfin les véhicules automatisés, que en gros, si tu voulais vraiment annoter toutes les données qui sont collectées, il faudrait que Mhm. toutes les personnes enfin, tout le monde sur la planète se mette à annoter les données qui sont générées, tu vois. Donc, il n'y a plus personne qui fait rien d'autre. Donc voilà. Donc moi, l'idée que je propose, que j'ai proposée au Ok. début, c'est d'aller vers, tu vois, parce que c'est relativement facile à comprendre quand même, tu vois, parce que ça offre, bien sûr, si tu rajoutes plus de données, tu espères que ça va mieux marcher parce que tu vois ce que je veux dire? C'est si tu recherches Hmm. de l'information, même s'il y a un seul, document, une seule image qui a de l'information qui est nouvelle pour le modèle, pour 1000 images ou 1000 documents que tu rajoutes, bien Oui. sûr, ça va s'améliorer. Ça va juste s'améliorer très, très, très lentement. Mais en fait, je pourrais même te dire, c'est possible que ça, donc revenons au catastrophic forgetting, c'est même pas tout à fait vrai parce que des fois, ça peut devenir pire. Des fois, Mhm. tu peux faire du surentraînement ou de l'overfitting quand tu fais ça, tu vois. Mais a priori, c'est pas complètement déraisonnable de penser que tu rajoutes jusqu'à ce que tu finisses par trouver quelque chose d'intéressant. Mais c'est là que tu viens à un problème où ça va prendre trop de temps, c'est trop cher. Si tu as besoin d'annoter, tu vois, parce que bien sûr, il faut que tu annotes Mhm. avant de l'introduire dans le dataset. Oui. Bah, si tu arrives à un stade où il y a seulement une entrée tous les 1000 entrées qui est vraiment intéressante pour le modèle, s'il faut que tu Mhm. annotes les 1000 pour savoir laquelle est intéressante, tu vois, et que tu jettes tout dans le modèle par défaut, c'est un problème de surconsommation, tu vois. Donc c'est exactement, hein, il y a besoin du même shift en disant, tu vois, dans un âge où justement on essaie Oui. d'atteindre l'efficiency, tu vois, les compagnies, elles essaient d'être plus, faire Hmm. plus attention comment est-ce qu'elles dépensent leur argent, etc. Mais c'est Bien sûr. le même chemin qui a besoin d'être pris Oui, oui, on sur parle donc de d'efficiency, donc d'économie. On parle et on parle de 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 frugalité, ouais, c'est ce que tu dis. responsabilité, de frugalité, tout
tout à fait. Et donc, comme on retrouve un petit peu des vrais problèmes de société, des problèmes que toutes les entreprises connaissent, euh, et donc pour une question aussi de durabilité un petit peu. Et c'est très marrant. Moi, j'avais pas compris que on était dans ces démarches aussi sur l'intelligence artificielle et l'intelligence artificielle générative. C'est hyper intéressant. Et ce que tu dis en plus, c'est que au final, ça peut nous permettre, c'est peut-être la meilleure manière de faire, la façon la plus responsable, Ouais. mais peut-être aussi une manière très efficace, euh, parce que de temps en temps, à saturer d'informations, il peut y avoir des effets négatifs. Exactement, exactement. Donc en fait, alors la manière dont nous on fait ça, donc pour revenir à ce que Alectio fait, tu vois? Donc, Mhm, alors il y a une manière d'entraîner les données, ça s'appelle de l'active learning. Donc l'active learning, c'est en gros un système où tu prends un peu de données, bien sûr, tu annotes ces données, tu entraînes ton modèle avec ce que tu viens de sélectionner et mhm, ensuite tu as un système d'essayer d'évaluer l'état du modèle et tu essayes de prédire, tu vois? Ce qui reste que tu as pas encore ouais, utilisé jusqu'à maintenant, qu'est-ce qui fait le plus de sens à utiliser, quoi? Et alors, hmm, bon, il y a l'active learning, c'est pas quelque chose qu'on a inventé, c'est quelque chose qui existe depuis un moment. Et originellement, ça a été inventé comme une technique arbitraire pour essayer de prioriser les données qui sont a priori les plus intéressantes. Le mhm, problème, c'est que les techniques standards en active learning, elles sont un peu arbitraires, tu vois. Donc, du coup, c'est un peu dire, si jamais le modèle, alors la technique fondamentale que tout le monde utilise quand ils font de l'active learning, c'est de dire que si le modèle fait une prédiction avec un niveau de confiance, donc un confidence level qui est bas, a priori, ça veut dire que le modèle a du mal à faire sens de ces données, tu vois. Et donc, du coup, l'idée, c'est prends ça et réinjecte-le dans le dataset pour forcer le modèle à apprendre ce qu'il n'a pas compris jusqu'à maintenant. Et le hmm. problème, alors un des gros problèmes avec cette technique, c'est que le confidence level est en général tu peux pas vraiment lui faire confiance parce que c'est très difficile pour le modèle de s'évaluer lui-même, en particulier quand ils sont très grands. Donc, tu as le problème là qui est exacerbé avec le generative AI parce que les modèles, ils sont très, très grands et tu peux pas vraiment dépendre du confidence level pour prendre cette décision, quoi. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, tu as un modèle secondaire, tu vois, D'accord. un autre machine learning model qui analyse ce qui se passe pendant l'entraînement pour pouvoir dire, et ça, c'est du machine learning aussi, quoi, tu vois. Donc, c'est un autre machine learning model Mhm, qui en gros, intervient, qui analyse et qui regarde ce qui se passe et qui donne des recommandations au modèle originel en termes de quelles sont les données qui devraient être utilisées. Et alors, on essaie de mhm, faire une vraie prédiction de la probabilité que les données que tu n'as pas utilisées ou quelle partie des données que tu n'as pas utilisées sont seront les plus utiles pour la prochaine phase d'entraînement, tu vois. Et alors donc du coup, génial. c'est un nouveau, c'est l'active learning, c'est pas nouveau, mais vraiment de penser que tu utilises une AI pour contrôler l'entraînement d'une autre AI. Ben moi je pense que c'est Mhm, un shift en paradigme, tu vois, qui est vraiment intéressant, quoi. hmm. Et je pense vraiment qu'on va être obligé d'en arriver là. Et c'est un peu, tu vois, tu parles d'automatisation de la préparation des données, mais moi je trouve que t'automatises pas. Tu peux utiliser un humain ou tu peux utiliser Mhm. un modèle automatisé pour générer les annotations, parce que ce que tu sélectionnes, tu veux quand même encore Ouais, les annoter, tu vois, mais la solution, c'est plus d'essayer d'évaluer l'impact des données que tu as bien sûr. sélectionnées. Comme ça, tu n'as pas besoin Hmm, enfin, d'aller utiliser hmm. 100% de ce que tu as disponible. Non, non, mais c'est super intéressant. Mais donc, j'imagine que ta solution, elle intéresse aujourd'hui plein de boîtes en fait qui dépensent des fortunes, donc justement sur l'entraînement des modèles. Ouais, bah c'est ça. Alors, donc, du coup, c'est un moment très intéressant pour la compagnie parce que tu as Mm. absolument raison que c'est un moment où les gens se rendent compte, ben zut, je peux plus résoudre le problème en ayant juste des Mm. meilleurs ordinateurs, en ayant plus de. En fait, je suppose que tu as aussi peut-être vu qu'il y a un autre problème qui se profile, que les gens essaient de ramener leurs données sur leur propre serveur au lieu Bien sûr. d'utiliser, tu vois, le Oui, cloud, etc. le Ouais. cloud, Donc, oui, j'ai vu. Mais pour des questions de vitesse?
ou de coût ou les deux en fait? De coût, de sécurité, de vitesse, D'accord. enfin bon bref, Mmh. alors Ouais. tu vois, Mmh. une combinaison de beaucoup Ouais. différents effets, quoi. OK. Mais alors donc du coup, ça commence à devenir vraiment critique pour beaucoup de compagnies Mmh. de faire les choses plus intelligemment que juste, et écoute, alors je veux dire, c'est pas je dis intelligemment, je veux dire, moi j'ai pas de enfin je dis pas que c'était pas ça faisait du sens de faire les choses de la manière dont on les faisait jusqu'à maintenant parce qu'il y avait pas vraiment de Mmh. limitation, il y avait pas de contraintes, tu vois, qui nous forçaient à réfléchir à la prochaine génération de solutions et cetera. Moi, je pense que quand j'ai démarré la compagnie, on était un peu en avance, mais ça nous a donné Ouais, l'opportunité bien enfin, sûr. d'avoir une technologie qui est relativement mature maintenant, tu vois? Et bien sûr, et Mais donc du coup, c'est quelque chose qui est important pour l'image, c'est important pour le texte, c'est important pour la vidéo, encore plus pour la vidéo parce que ça a tendance à être des densités de données qui sont encore plus élevées que le reste. mmh. Ouais, ouais et mais et donc toi, en fait, on peut imaginer on parle souvent de sociétés qui vont avoir un besoin, qui vont avoir un besoin sur un modèle, hem et qui vont, peut-être, l'enrichir avec leurs propres données. Ouais, Mais donc à ce moment-là, et on parle aussi du besoin de temps en temps de réentraîner un modèle. ouais, ouais. Et toi, en fait, sur ces 2 cas, tu peux intervenir avec, Oui, Alexio? bien sûr, bien sûr. Mais tu sais, ce que tu décris, c'est en gros, il y a le concept de réentraîner le modèle. Alors le terme technique, c'est, Mmh mh. ML observability. Donc en gros, c'est identifier quand est-ce que tu appelles ça du data drift, donc quand il y a un Mmh. changement dans la distribution des données en gros, s'il y a par exemple, en e-commerce, tu vois, tu vends des maillots de bain en été et tu vends des bonnets en hiver, donc du coup, il faut que tu réentraînes le modèle pour pouvoir, ajuster ce genre de truc. Donc, dans ce cas-là, il faut que que tu réévalues est-ce que ton Mmh. training dataset, il était approprié pour les résultats que tu attends maintenant. Pour le transfer learning, qui est l'autre problème, qui est en gros, comment est-ce que tu fais pour, tuner ton modèle, histoire que ce soit plus adapté pour un cas en particulier. Tu sais pas, alors par exemple, ça pourrait être, Ouais. tu prends ChatGPT, tu veux qu'il donne des réponses plus appropriées pour les enfants. Tu as pas besoin Mmh. de réentraîner tout depuis le D'accord. début, tu fais juste, tu as juste besoin alors l'avantage du transfer learning, c'est que tu réentraînes pas le modèle depuis le début, tu fais juste un petit tweak qui peut être fait avec beaucoup, beaucoup moins de données, mais Mais ça veut même dire si quoi tu as ce besoin tweak? que de Ça veut dire, 10%. ouais, c'est un filtre que Tu tu veux fais tu veux sur le modèle? Non, c'est même pas un filtre, c'est en gros, alors ce que tu fais, c'est que quand tu as les gros language models, Mmh. donc du coup, c'est le fameux modèle qui a plusieurs milliards, ou centaines de milliards de paramètres, tu vois? Le modèle Ouais, Genesis, ouais, c'est ouais. ça, oui, le modèle foundational, enfin voilà. Ce que tu fais, c'est que, le deep learning, ça fonctionne que tu as différentes, layers, tu vois, de logique Mmh. qui permettent de transitionner l'information et disons, enfin, tuner, tu vois? Enfin, c'est comme ça que le modèle, il apprend Mmh. à faire du sens de petits patterns et de trucs comme ça, quoi. Et donc du coup, quand tu fais du transfer learning, bah, la plupart, presque toutes les couches du modèle jusqu'à la dernière ou les quelques dernières, beh, parce que jusqu'à un certain moment, ça fonctionne de la même manière, tu peux geler ces paramètres et donc du coup, quand Mmh. tu réentraînes le modèle avec du transfer learning, tu ne changes que les derniers paramètres. Donc du coup, ça revient au même que Mmh. d'entraîner un modèle qui a pas 100 milliards de paramètres, c'est l'équivalent d'entraîner un modèle qui a peut-être 1 milliard de paramètres ou quelques millions de paramètres, tu vois? Et donc D'accord, mais du ça, coup c'est hyper important parce que, tu vois, moi, pour ma compréhension, on a tous entendu aussi, ChatGPT, GPT 3.5, enfin, sur la version précédente, on était sur des données qui s'arrêtaient en 2021. Donc la question que je ouais, me posais, c'était, si on veut actualiser aujourd'hui et avoir des données, récentes, mars, ouais, 2023, ouais, tu pas est-ce obligé de qu'on doit réentraîner depuis le tout début. reprendre et est-ce que ça va être Non.
beaucoup de temps de calcul, du temps et tout ça, ou est-ce qu'on peut juste ajouter ces nouvelles données? Et ce que tu dis, c'est Oui. qu'on n'est pas obligé de recommencer à zéro en tout cas. Donc ça, c'est Exactement, hyper ouais. intéressant. Ouais. Mmh. C'est non D'accord. seulement dans ton cas où tu veux rafraîchir ou rafraîchir ton modèle, tu vois? Mais si Mmh. tu devais, par exemple, le faire maintenant tu veux entraîner ou tu veux avoir une version de ChatGPT dans une langue étrangère, tu OK. n'aurais pas besoin non plus de réentraîner depuis le début parce que les couches fondamentales, les premières couches dans le modèle sont Mmh. relativement invariantes d'une langue à l'autre, tu vois? Mmh. Et donc du coup, si tu devais passer, par exemple, sur un ChatGPT spécialisé dans la médecine, tu pourrais aussi réentraîner avec juste des données, médicales, moins de données parce que si tu gèles la plupart des paramètres, tu te Mmh. retrouves avec un modèle qui est techniquement beaucoup plus petit, tu vois? Même si le modèle, il est très, très gros parce que tout est déjà gelé, c'est comme si tu t'occupes plus de ces paramètres-là, tu as pas besoin de les améliorer, tu as pas besoin de les tuner et cetera. Mais revenons à cette histoire d'information dans les données, quoi. Même Ouais. si tu as besoin de, disons, 1/100 des données pour pouvoir, réentraîner ton modèle sur une fraction, enfin sur, les la dernière année de news ou Mmh. enfin, peu importe ce que tu veux faire, quoi. Même ce 1%, il va y avoir une partie qui contient de l'information, il va y avoir une partie qui ne contient pas de l'information, tu vois? Mmh. Donc ce qui est vraiment intéressant avec, notre technologie, tu vois? C'est que, bah, tu diminues grâce au transfer learning, tu peux diminuer, la quantité de données dont tu as besoin parce que tu n'as pas besoin de réentraîner depuis le début. Mais même cette quantité-là peut encore être réduite de manière dramatique parce qu'il y a seulement une fraction de ces données qui contiennent vraiment de l'information qui fait une différence pour l'entraînement du modèle. Alors quand Mmh. tu combines les 2 effets, tu peux te retrouver et alors c'est vraiment moi, c'est mon espoir pour la compagnie, c'est mon espoir pour l'AI en général, tu vois? Que, si tu arrives vraiment à bénéficier des 2 aspects, bah, tu pourrais te retrouver dans une situation où tu vas presque dans le online learning. Le online learning, c'est les données, elles arrivent, il se passe quelque chose dans les news aujourd'hui et tu peux automatiquement, de manière continue, réupdater ton Mmh. modèle de manière à ce Ouais. que, bah, ce soit frais, avec les news de ce matin, tu vois? Et alors Ah génial! c'est un truc Hyper que intéressant, je veux dire hyper intéressant. l'un des trucs que j'espère qu'on pourra faire aussi, c'est que pour l'instant, Mmh. tu peux pas vraiment faire ça, enfin sur un robot on the edge, tu vois? Parce Mmh. que normalement, c'est tellement lent expensive, compute heavy et cetera, d'entraîner le modèle, Mmh. d'entraîner le modèle que tu es obligé de faire ça pas enfin, on the cloud ou sur tes propres serveurs et cetera. Ce qui veut dire qu'il faut que tu transfères, que tu exportes et que tu réimportes ton modèle, par exemple, sur ton IoT device et cetera. Ouais. Et si Ouais, vraiment super. tu peux diminuer la quantité de données d'entraînement, et ben, Mmh. moi, j'espère que d'ici quelques années, si c'est pas plus tôt, on pourrait réentraîner de manière continue directement sur le robot ou sur le véhicule automatisé ou peu importe ce que tu es en train de faire. Ah oui, non, non, mais ce que tu décris là, je connaissais pas cette notion, mais cette notion de online learning, heu et donc d'un learning online et donc live, c'est, hyper intéressant. On comprend tout de suite les intérêts par rapport aux limitations qu'on peut avoir, sur un ChatGPT qui était bloqué en 2021, même si c'était aussi surtout aussi beaucoup pour des je pense des raisons de sécurité, heu et de l'usage que les gens en faisaient, quoi. OK. Super et alors d'où vient le nom, de ta boîte, Jennifer Alexio? Alors c'est intéressant donc je sais alors tu te souviens ce que je t'ai dit que c'était basé sur de l'active learning, beaucoup de ce qu'on fait et cetera, donc cette Oui. idée de sélectionner des données, enfin pendant l'entraînement quoi. Donc le Alectio, le AL c'est active learning et Mmh alors, mh. lectio c'est quand tu regardes le terme latin, c'est un terme qui veut dire sélection donc j'avais fait une liste quand j'ai commencé la compagnie, tu vois, de tous les noms potentiels et puis j'ai fini par trouver que j'aimais bien j'aimais bien la connotation, tu Très vois, bien, sélection très plus bien, très active bien. learning.
Oui, oui, non, mais je comprends tout à fait ta notion de la sélection. On comprend bien ce que fait Alexio. Je pense que c'est donc hyper intéressant et qu'il va y avoir, ça va être une tendance de fond sur les modèles parce qu'il va y avoir des coûts très importants qu'on va chercher à diminuer. Donc j'ai l'impression qu'en fait, tu as tapé un petit peu dans le mille au final en lançant cette activité il y a quelques années. Ouais, ouais, ouais. Non, mais alors quand j'ai commencé la compagnie, tu vois, c'était très clair au début parce que j'avais ces problèmes-là en tant que, tu vois, une personne qui était en charge du budget pour la préparation des données pour l'entraînement Mhm. d'un machine learning maintenant, tu vois? Et je travaillais pour des organisations qui avaient beaucoup, beaucoup de données et c'était déjà un Ouais. problème à l'époque, tu vois? Maintenant, Mmh. avec le generative AI et à mon avis l'adoption en masse de l'AI, tu vois? Bah, je pense que maintenant ça Ouais. devient le problème de tout le monde, quoi. Ah, génial. Donc tu dois avoir plein de demandes. Tu es contacté donc Bah, ouais, ouais, ça par des commence. entreprises. Super, Ouais, super. Et, euh, et j'imagine qu'avec ta solution, en tout cas, tu peux leur permettre d'économiser beaucoup d'argent et peut-être de temps aussi ouais. d'ailleurs. Ouais, mais c'est alors en fait, c'est l'avantage, c'est que à la base, il y a beaucoup de gens qui auraient tendance à utiliser la technologie pour, économiser du temps, économiser de l'argent, réduire, tu vois, si tu réduis la quantité de données avec laquelle tu travailles, ça te permet aussi de réduire la nécessité de valider, tu vois, une grosse quantité de données parce qu'en général, même quand tu fais Mmh. ça en externe, bah, tu as quand même quelqu'un en interne qui essaie de s'assurer que la qualité est suffisante et cetera. Donc Mhm. si tu as besoin Ouais. de valider, tu vois, 10 000 images ou 10 000 Mmh. conversations et cetera, au lieu d'en avoir 10 millions, c'est sûr que ça permet d'aller plus vite, c'est moins cher, c'est plus sûr, Mmh. c'est Super, moins, mais ouais. c'est Et mais alors sincèrement, bravo, ça semble assez évident en fait. Une fois on a eu une approche un petit peu massive sur ces ouais, modèles, d'avoir une approche plus responsable et ouais. plus efficace. Ouais, donc ce que j'allais dire, c'est que donc du coup, il y a l'aspect coût, il y a l'aspect, efficiency et cetera, mais tu as aussi l'aspect alors la manière dont j'explique ça, c'est que n'importe quel dataset, en fait, il est Mhm. toujours fait de ce que j'appelle des données qui sont utiles, des données qui sont pas utiles et des données qui sont dangereuses, tu vois? Donc en anglais, je Mhm. dis ça, useful, useless et harmful, tu vois? Et alors, Mhm. ce que les gens alors je veux dire, je pense que c'est relativement facile à comprendre que tu vois, la meilleure analogie, c'est avec la nourriture, tu vois? Parce que quand tu manges, tu Mhm. as les nourritures qui contiennent les nutriments que tu veux, tu vois? Et donc du coup, c'est ce qui te garde en bonne santé, c'est ce dont ton corps a besoin et cetera. Ensuite, tu as les empty calories, donc en gros le junk food qui te sert pas à grand chose, quoi. Mais Mhm. ensuite, tu as aussi dans le junk food, tu as aussi, tu vois les trucs qui sont pas bons, les colorants, les Bien sûr. toxines, tu vois? Enfin bon, bref, le sel, et cetera, tu vois? Et alors, donc, du coup, tu as vraiment les 3 différents types. Et alors, dépendant du type de données, il y a des situations où tu as des données qui sont très, très riches, ce qui veut dire que la plupart des données, elles sont effectivement utiles. Tu as des cas où les données, elles sont surtout, tu vois, enfin, des données qui sont pas utiles. Donc, c'est pas forcément un Mhm. problème si tu vas entraîner ton modèle avec ça, mais ça va te coûter cher pour rien, quoi. Et après, tu as aussi des cas où il y a une grosse concentration de tes données qui sont en fait dangereuses pour ton modèle. Et si tu fais pas attention à ça, non seulement tu vas gaspiller de l'argent, mais tu vas gaspiller de l'argent pour rendre ton modèle pire qu'il l'était avant, tu vois. Ouais, ouais, ouais. Donc du coup, et il faut vraiment utiliser cette même analogie. En fait, moi, j'appelle ça le big data lobby, mais la raison pour laquelle les personnes s'est vraiment occupée de ça jusqu'à maintenant, c'est que la plupart des grosses compagnies, ben, elles font plus d'argent si tout le monde pense que tu as besoin de plus de données, tu vois. Ouais. Maintenant, ça commence à devenir un problème sociétal Non, mais d'utiliser, c'est tu vois, hyper toute la intéressant. quantité de... Non, mais c'est hyper intéressant. Mais en fait, il y a plein de choses. Je comprends cette histoire de lobby parce qu'en effet, il y a plein de grosses boîtes qui ont fait plein d'argent sur la data ces dernières années et je pense qu'elles veulent continuer. Mais on comprend tout à fait il y a quand même des enjeux majeurs, ben, à la fois dans le sens positif, gain de temps, gain d'efficacité, des économies, mais après, oui, des enjeux donc aussi sur le travail des gens et faire faire un travail
à très faible valeur ajoutée et qui peut être dommageable en fait pour les gens qui le font. Donc c'est hyper important de les faire travailler sur. Si on utilise moins de données, ben il y aura moins ce travail, notamment pour les Kenyans dont on parlait par exemple avec OpenAI. Et de l'autre côté, enfin, avec des enjeux de consommation énergétique sur les serveurs, on sait ce que ça représente, donc je pense que c'est clé. Donc, super intéressant, Jennifer. Peut-être pour aller plus loin, est-ce que selon toi, ChatGPT a passé le test de Turing? Alors, le test de Turing, en fait, c'est relativement simple quand tu regardes. Donc, c'est intéressant parce que les gens parlent toujours du test de Turing pour évaluer, tu vois, le General Artificial Intelligence ou AGI, tu vois. Mhm, Et en fait, le test de Turing, bah, il est en fait très très simple. C'est juste, tu as besoin de convaincre un humain ou d'essayer mhm, d'avoir un humain qui s'imagine que l'entité à laquelle il est en train de parler, ben, c'est un humain et pas un robot ou pas une AI, quoi. Et les gens, ils s'en rendent pas compte, mais en fait, le test de Turing, il a été passé beaucoup, beaucoup de fois dans le passé par d'autres modèles qui étaient beaucoup plus basiques. Donc, pour moi, il n'y a pas de question en jeu, etc. Bien sûr, ChatGPT a passé le test de Turing parce que c'est un modèle qui est extraordinairement bon mhm, à avoir l'air humain, tu vois. Je dirais même l'un des problèmes qu'on a avec ChatGPT, c'est que bah, il te semble que il paraît intelligent parce que t'as l'impression que tu t'adresses à un être humain, mais la réponse en mhm. soi peut être fausse, tu vois. Donc c'est même un problème, quoi. Bien sûr. Et puis bon, bref, bon, du coup, le test de Turing, c'est oui, on l'a passé, mais ça veut pas, c'est pas un bon signe d'intelligence selon moi. Alors, Mhm. il y a d'autres tests dont les gens parlent jamais. Par exemple, mon préféré, c'est ce que tu appelles le coffee test. Alors, le coffee test, Ok. le test du café, en gros, c'est tu considères une AI est vraiment intelligente si elle est capable, enfin, si, en gros, tu avais un robot, une AI qui est capable de rentrer dans une maison, n'importe quelle maison, et de faire le café. Et alors, quand tu réfléchis, en fait, c'est très compliqué, tu vois. Enfin, nous, on a l'habitude parce que tu sais où le café est rangé, tu sais où est la machine à café, tu sais comment est-ce Mhm. que tu fais pour avoir de l'eau, tu vois, tu sais comment lire les instructions, etc., quoi. Et donc, du coup, pour moi, c'est un meilleur signe d'intelligence, tu vois, de vraiment exécuter cette chaîne enfin, cette succession d'éléments parce que tu te rends pas forcément compte, mais renverser l'eau dans la machine à café, être sûr que le filtre il est bien positionné, etc. Ben ça invoque plus de parties du cerveau chez un être humain que juste le langage, tu vois. Et Mhm. puis bon bref, donc du Très intéressant. Donc coup maintenant le la test question du c'est barista, ouais. le test du barista, le coffee test, mais mais donc là on est sur une dimension physique réelle dont on est en effet très Alors éloigné pas forcément. avec Je- ChatGPT. ce que tu pourrais dire, c'est que ChatGPT, si tu lui demandes comment est-ce que tu fais le café, je pense qu'il te donne, tu vois, les bons steps, etc. Alors, il n'y a pas la dimension physique, mais je pense que tu pourrais dire, tu vois, qu'il passe le test aussi, tu vois. Alors Hmm. maintenant, c'est super intéressant alors parlons de ça, tu vois. La dimension physique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, tu Mhm. sais, enfin, est-ce que ces modèles-là, ils ont pris conscience? Est-ce que, tu vois, est-ce qu'on a atteint un Ouais. stade où il y a, tu vois, self-awareness, etc. Alors moi, ma position est la suivante. Il y a beaucoup de philosophes et de théologiens avec lesquels je suis d'accord que pour Mhm. avoir vraiment l'apparition de la conscience, Ouais. ben, tu as besoin de ce que tu appelles une conscience somatique. Donc, conscience somatique, en gros, Somatique. ouais, ça veut dire, en gros, enfin, si tu veux raccourcir, en gros, ça veut dire si tu n'as pas la possibilité de souffrir, ou D'accord. d'éprouver de la joie, etc., ben, tu peux pas vraiment être conscient, tu vois. Et Hmm. donc, du coup, en fait, c'est intéressant en théologie aussi parce que c'est comme ça que les théologiens justifient, tu vois, l'existence de la souffrance, etc., tu vois. Mais alors, du coup, si tu crois à cette théorie,
En gros, il faut que tu sois émotionnellement, tu vois, attaché à ce qui se passe dans le monde physique et dans le monde réel pour pouvoir Ouais. atteindre un niveau de conscience, tu vois. Donc, du coup, si tu crois cette théorie, tant qu'il n'y a pas vraiment, alors, ou quelque chose de robotisé, une présence physique, et ou quelque chose qui Hmm. simule la souffrance, tu pourras pas atteindre vraiment un aspect de conscience, tu vois. Donc je veux dire, moi je suis très convaincue que si tu veux vraiment avoir AGI, tu es obligé d'adopter le Mhm. reinforcement learning. Parce que le reinforcement learning, ça fonctionne sur un système de reward. Et donc le Mhm. reward, tu peux avoir un reward positif qui est une simulation de la joie, du bonheur, etc. Et tu peux Bien avoir un sûr. reward négatif qui est une simulation de la douleur, tu vois. Et même Hmm. si t'as pas forcément, tu vois, la douleur physique, tu as quelque chose qui approxime, tu vois, la douleur physique. Donc pour moi, ce serait le premier pas pour vraiment atteindre la vraie intelligence artificielle, c'est d'introduire l'aspect reinforcement Hmm. learning, ce qui n'est pas le cas avec ChatGPT, tu vois, parce que ChatGPT, c'est vraiment basé sur entraîner et mémoriser d'une grosse quantité de données, tu vois. Donc, selon moi, Hmm. il y a zéro chance que ChatGPT soit conscient ou devienne conscient, à moins qu'on change Hmm. fondamentalement la manière dont il fonctionne. Il y a pas de reinforcement learning sur ChatGPT Il commence aujourd'hui? à, alors ça commence à, tu vois, il y en a qui commencent à introduire Mhm. le concept de reinforcement learning avec human feedback, etc., quoi. Mais c'est Mhm. en gros, Hmm. t'as un aspect de self-supervised, tu vois, mais c'est encore basé sur montrer au modèle Mhm. enfin, tu vois, montrer le modèle de ce dont il doit se souvenir, quoi. Donc, c'est D'accord. vraiment essentiellement basé sur la mémorisation, quoi. Et donc, Hmm. du coup, pour moi, vraiment la prochaine génération, si tu veux Oui. vraiment introduire l'intelligence, il faut que tu introduises quelque chose où tu vois, il y a un enjeu émotionnel Oui. pour l'entité en question, quoi. D'accord. D'accord, donc un enjeu émotionnel qui peut passer par le reward, alors voilà. Ouais, ouais, absolument. Ouais. Un enjeu physique dont on comprend aussi l'intérêt, Ouais. donc pour aller plus loin. Mais c'est des choses que tu imagines possibles à Ah ouais, court terme. absolument. Mm. Bah, écoute, enfin, à nouveau, tu vois, c'est ce qui est intéressant, c'est que dans l'aspect du reward, c'est tu introduis une réponse émotionnelle synthétique, tu vois. Donc du coup, alors après la question c'est est-ce que c'est suffisant pour qualifier de true consciousness? Je sais pas, c'est une question aussi, tu vois, un peu philosophique, Mm. etc., quoi. Mais le fait d'introduire le reinforcement learning dans les modèles courants, absolument, je pense que ça va se produire dans les quelques prochains mois, dans la prochaine année ou 2 prochaines années au max. Tu vois, il y a déjà des papiers qui sont sortis sur le topic, etc. Donc, je veux dire, Mm. oui, absolument, quoi. Génial. Euh, Est-ce que l'intelligence artificielle et ses développements aujourd'hui, est-ce qu'ils te font peur un petit peu au niveau sociétal? Non, Est-ce alors que tu c'est trouves que exact. ça peut Ouais, aller trop vite? ouais. Non, écoute, moi je suis pas, et je pense qu'il y a de moins en moins de gens qui réfléchissent comme ça. Tu vois, j'ai pas une crainte de l'intelligence artificielle en tant que Terminator qui va Hmm. détruire toute la planète, etc. Mais je suis absolument très inquiète que on n'a pas pris. Maintenant, la technologie est vraiment très en avance par rapport à l'aspect légal, à l'aspect, tu vois, législatif, etc., quoi. Tu vois, enfin bon, bref, les deepfakes, tu vois facilement. Je sais pas si tu as vu aussi un des trucs qui s'est passé hier, c'est que il y a quelqu'un qui a généré des images de la fausse arrestation de Donald Trump. Tu Oui, vois, donc, j'ai vu, bien sûr. donc du coup, ouais, Quand on voit ces images, même si on est au courant, même si on s'intéresse à ces solutions et tout ça, on ouais, est quand même choqué, frappé, ouais, ouais. et on voit cette scène et on peut pas se retirer de la tête que, ah ben, en tout cas, de douter.
Voilà. Ouais, oui, absolument. Donc du coup, je veux dire, moi, je pense qu'il y a un gros, gros travail d'éducation parce que le gros problème qu'on a maintenant, c'est que, si tu veux introduire dans la conversation, les politiques, les hommes de droit, tu vois? Enfin bon, bref, la justice et cetera, ça va vraiment enfin, il faut d'abord, il faut éduquer tout le monde Bien sûr. sur ce qui est faisable, ce qui est pas faisable, ce qui est raisonnable, ce qui est, à anticiper en termes de l'évolution Mmh. de l'AI et cetera et c'est, on la technologie est très, très en avance, probablement trop en avance. Je veux dire, si tu veux mon avis, moi, je veux aussi dire que même avant ChatGPT, on a eu le même problème avec enfin, les réseaux, sociaux, tu vois? Parce que je veux dire, Mmh. on a donné la possibilité à n'importe qui de dire ce qu'il voulait, de poster ce qu'il voulait, sans vraiment avoir tu vois, de barrière, quoi. Et Mmh. maintenant, avec ChatGPT, ben, on a mis enfin, ce problème-là exacerbé, quoi, parce que tu peux Ouais, générer plus de content, bien sûr. beaucoup plus vite, sans contrôle, le publier à la même vitesse, et cetera. Tu as un aspect feedback loop parce que un des problèmes que je vois aussi, c'est que en gros, si ChatGPT génère des fausses informations, ça se retrouve sur internet et qu'est-ce qui va être utilisé pour, donner d'entraînement pour la prochaine génération de ChatGPT? Bah, Waouh! justement les données que tu trouves sur internet, tu vois? Donc tu peux te retrouver dans une situation Effrayant. où c'est un cercle vicieux, quoi. Ah oui, non, non, mais ça c'est terrible. Là, pour le coup, bah, ouais, tout à fait. Réentraîner, on en parlait tout à l'heure, ChatGPT avec, des données, qu'il a De déjà ChatGPT, générées, ouais. heu et pleines d'hallucinations et tout ça, Mmh, évidemment, ça va pas bien finir cette histoire. ouais. Mmh. OK, mais de toute façon, c'est sûr que ça va à une vitesse incroyable et en étant dedans à 100, je pense qu'on a du mal à suivre déjà ce qui se passe. Alors, pour le régulateur, le politique ou le comité éthique, c'est aussi, très compliqué. Mais en même temps, moi je partage quand même le point de vue de Sam Altman, ce qu'il défend un petit peu sur, la sortie de ChatGPT qui est il y a un moment, il faut sortir du laboratoire, parce que si c'est nous sortir, la version, 10 de ChatGPT, en 2025 et qu'elle nous pète au visage, autant avoir en tout cas déjà un feedback Ouais. démocratique, une prise en main de l'ensemble de la population, ça nous permettra de Ouais. corriger un petit peu mieux le Mais c'est tir, c'est quoi. c'est c'est exactement ce que je te disais au début, c'est tu vois, Mmh. on sait tous dans le milieu que Google, Mmh. ils avaient déjà des technologies qui étaient, heu, parfois tu vois, de dire exactement qui c'est qui était le plus avancé, c'est très difficile à dire parce qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de choses qui se passent, dans les coulisses Mmh. dont on n'est pas au courant, quoi. Mais c'est sûr que, OpenAI a un peu forcé Google à aussi sortir leur propre technologie, tu vois? Avec Bard maintenant qui est sorti, quoi. Bien sûr. Et bon bref, alors, moi ce que je déplore un peu, c'est pas forcément je veux dire, je dirais pas on a sorti ces technologies trop tôt. Je pense que c'est, le gouvernement, les gouvernements, et les politiques qui auraient dû prendre conscience plus tôt Mmh. qu'il allait y avoir un problème très bientôt et en fait, cette espèce de mouvement, cette espèce de prise de conscience, elle aurait déjà dû se produire, quand il y a eu les deepfakes, tu vois? Donc ça fait quand même déjà, peut-être bien 2 ans, hein, que qu'on a des technologies qui permettent de réanimer les photos de tes ancêtres, tu vois? Et cetera, Bien quoi. sûr. De générer Obama qui parle de choses, tu vois? Ouais, Dont il a jamais parlé et cetera et puis, et beh, malheureusement, tu vois, ça aurait dû être, c'était cet incident-là ou cet événement-là qui aurait dû générer la prise de conscience, bah, du public en général et puis malheureusement ça se produit que maintenant, quoi. mmh. Oui, oui, non, mais et en fait, est-ce que je voyais une interview de Altman là, de Sam Altman et c'est vrai qu'on peut imaginer que ça va devenir un énorme sujet parce qu'il va Ouais. y avoir aussi, les élections américaines, hem et dans ce cadre-là, ben,
Autant il y avait eu l'influence par les réseaux sociaux, par Facebook, par Meta et les procès qui ont suivi, Ouais, donc sur l'influence des réseaux sociaux sur les campagnes politiques. Là, au niveau de l'intelligence artificielle générative et des deepfakes et de toutes ces technologies, évidemment, ça va peser énormément et il va se passer plein de choses. ouais, ouais. Hmm. Jennifer, donc autre question, c'est juste sur les possibilités découvertes à venir grâce à l'intelligence artificielle générative. Cette question, je suis très curieux d'avoir ton point de vue, notamment par rapport à tes premières expériences, euh, tes études sur la physique des particules. Est-ce que tu penses que ça peut que tu vas pouvoir un petit peu faire se rejoindre ces deux domaines de compétences que tu as et ces deux passions? Oui, bah, écoute, enfin bon bref, alors c'est un sujet sujet très compliqué. Alors tu vois, si on parle de mon point de vue en tant que physicienne des particules, moi je pense que, ce qui rejoint un peu ce qu'on discutait avec la quantité de données et cetera, c'est il va falloir qu'il se passe quelque chose du point de vue, quantum computing, tu vois? Aussi donc du coup, moi je pense qu'en termes de, la recherche que nous autres êtres humains avons besoin de faire avancer, il faut aussi qu'on fasse avancer le hardware plus rapidement, Mhm. tu vois? Pour pouvoir, justement manager le réentraînement, hein, plus efficace et cetera. Donc ça, c'est pour, tu vois, je suis physicienne des particules, donc je suis dans la physique quantique et cetera. Donc je veux dire, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. Je pense que ta question, elle était aussi orientée sur, est-ce que l'AI va pouvoir faire avancer, tu vois, même la recherche en physique Bien fondamentale, sûr, de manière bien sûr. générale, quoi? Alors, mon point de vue, c'est un rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que paradoxalement, tu vois, on a appelé le generative AI, mais pour moi, il y a pas, c'est pas forcément generative dans le sens où tu l'entends, parce que de nouveau, tu vois, c'est un système qui est essentiellement basé sur l'apprentissage de données qui existent déjà, tu vois. Et Mhm. donc du coup, il y a beaucoup de choses en recherche qui arrivent pas de manière continue, tu vois? Je crois qu'il y a toujours l'exemple de, on n'a pas inventé l'électricité ou l'ampoule par une évolution de la bougie, tu vois? Donc je veux dire, Mhm. donc du coup, si tu as, un generative model qui en gros peut en gros enfin générer, tu vois, des propositions de recherche et cetera, basées sur ce qu'il a déjà vu avant, quoi, bah, tu vas pas pouvoir inventer quelque chose de complètement nouveau. Donc c'est pas vraiment de la génération, Mhm. c'est plus de la mixture, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Donc en gros, si tu parles vraiment de prochaine génération de recherche et cetera, quoi, bah, il faut que tu aies une disruption, quoi. Il faut vraiment que tu aies une Ouais. discontinuité dans l'idée et cetera, quoi. Et je pense pas que cette génération de technologie, soit Mhm. vraiment générative, génère des nouvelles idées et cetera. Donc en gros, si tu parles de recherche, tu peux pousser les limites de choses qui existent déjà, mais inventer quelque chose de complètement nouveau, tu vois? C'est pas quelque chose Mhm. que tu peux faire en extrapolant de données qui existent déjà à l'heure actuelle, tu vois? Donc du coup, exemple, pour expliquer un peu ce que je veux dire, ici, tu vois? Avant que la voiture soit inventée, tu vois? Oui. En gros, tout le monde se déplaçait en cheval ou, tu vois? Ou en carrosse et cetera. Je pense pas que ChatGPT entraîné sur les données pré-voiture aurait pu te Mhm. donner l'idée que, bah, tiens, on devrait avoir un système où il y a un moteur, diesel, essence qui permet de remplacer le cheval et cetera, tu vois? Et Mhm. Ouais. est-ce que, enfin, je veux dire, je pense que ce qui va être intéressant, c'est de vraiment amener l'intelligence artificielle de pouvoir inventer des nouveaux concepts, tu vois, sans forcément recycler. Donc, je veux dire, moi, c'est marrant parce que tout le monde appelle ça le generative AI, mais c'est vraiment du recycling AI, tu vois. Enfin, en gros, recycler, améliorer et puis combiner différentes idées. Si tu crois fondamentalement que des découvertes scientifiques
c'est vraiment, il y a vraiment une discontinuité avec quelque chose que les gens pensaient, tu vois. Prends l'exemple de Newton avec la gravité, tu vois, ou Einstein avec la relativité, ou je sais pas quoi. Tu vois que c'est un truc qui peut pas être extrapolé de recherches qui ont été faites avant cette découverte-là en particulier, tu vois. D'accord, donc ce que tu dis, c'est qu'en fait, il y a quand même un caractère limitant sur l'AI générative, dans le sens où ben c'est elle recrée, elle repart quand même de l'existant, elle simule, elle prévoit le mot d'après, mais elle n'est pas dans la disruption et dans le changement de contexte radical, quoi. Mhm. Ouais, voilà. Ok. Ton exemple de la voiture est très bon. Euh, ok, super. Mais peut-être après qu'on pourra donc mêler ces technologies à d'autres pour aller un petit peu plus loin aussi. Bien sûr, bien sûr. Super. Jennifer, donc la question traditionnelle, donc est-ce que tu as un livre ou un film de science-fiction à nous recommander? Alors, un film de tu sais, alors je pense pas que je vais être particulièrement originale, mais dans le genre film de science-fiction, j'aime bien Ex Machina, Mhm, donc c'est quelque chose que je recommande. Il y bien a un sûr. autre film qui s'appelle Upgrade, donc c'est aussi relativement sympa pour ceux qui l'ont pas Oui, vu, je l'ai relativement vu. récent, donc ouais. Oui. Ah, elle est très récent, très récent. Je crois que je l'ai vu sur Netflix. Ouais. Super. Donc Ex Machina et Upgrade. Et Ex Machina, tout à fait. Ex Machina, où il y a, en tout cas, on parle beaucoup du test de Turing dans Ex Machina. En Ouais. fait, un des personnages vient faire ce test, l'administrer, et donc très intéressant en effet par rapport à nos conversations et au sujet qui nous intéresse. Merci beaucoup, Jennifer. Merci pour ton temps et c'était génial d'échanger avec toi là-dessus et c'était très intéressant de voir cette nouvelle approche que tu as et que tu proposes aujourd'hui avec Alexio sur une consommation peut-être, un usage plus responsable sur les données et on a hâte de voir comment ça va évoluer, mais ça semble assez évident d'aller en tout cas dans ton sens. Ouais, merci beaucoup, Nicolas. C'était super sympa de faire un podcast en français pour une fois. Et puis, je te remercie de m'avoir invité.